bonjour à tous qui nous avaient rejoints aujourd'hui. Merci à nos speakers, évidemment. Je vais faire une très courte introduction. Merci aux retailers qui sont dans la salle également. Vous êtes nombreux à nous rejoindre en ce moment, déjà 36 personnes. On va aujourd'hui traiter d'un sujet avec nos 5 intervenants. David Royer de la société Comarch. Bonjour. Romain Rouleau de Kingfisher. Romain. Bonjour, bonjour. Stéphane Marthe de Kingjouet, de King Bonjour. en fait. Et Maxence Isler d'Improvise. Bonjour. Voilà, il nous manque juste Édouard Marguin qui va nous rejoindre incessamment, qui est en train de se connecter et qui est de Lavinia. L'idée, c'est quand même de laisser au public le temps de poser quelques questions. Ce sera prévu sur la fin du webinaire. Vous avez un module de chat et de questions-réponses dans Zoom sur lequel vous pouvez vous poser vos questions et Virginie Delem, ma collègue, me les fera suivre au fil de l'eau ou à la fin. Voilà, sans tarder, on va commencer cet échange avec un sujet qui effectivement n'est pas neutre aujourd'hui, l'impact du Covid-19 sur la consommation. Tout le monde le sait, ça s'annonce vraiment durable et profond. Cette crise qui ne fait que commencer à nous frapper va imposer à tous les retailers, et le fait déjà, une révision complète de leurs priorités, de leur budget et de leur stratégie. Côté marketing, il faudra faire des choix. Et ça, vous le savez mieux que personne, pour être plus performant, plus en phase aussi avec les attentes des clients. Mais aussi plus sobre, parce que effectivement, les restrictions budgétaires sont nombreuses. Donc, première question, quelle nouvelle priorité à l'heure de ces restrictions budgétaires? Est-ce qu'il faut recruter, fidéliser? Ça, c'est la question que je vais vous poser à tous. Mais pour commencer, et comme notre débat porte sur le monde phygital, je vais demander à Maxence Isler de Improvise, qui, je crois, a aussi créé la Fédération française du Phygital. Tu vas nous dire ça, Maxence. Ta définition de Phygital et comment tu vois les choses aujourd'hui face à cette crise pour le retail? Oui, merci Michel. Effectivement, le phygital est un mot qui est plutôt à la mode, galvaudé, utilisé à plusieurs sauces. Alors, je suis pas fondateur, effectivement, je fais partie des membres fondateurs de la Voilà. Fédération française du commerce phygital. Et c'est un Alors, mot qui est… Comment? concrètement, c'est quoi le Phygital? Comment tu définis ça? Alors, c'est un mot qui est utilisé par deux écoles, qui est plutôt utilisé avec des doubles sens. Il y a une première école qui l'utilise un petit peu pour définir ce que c'est que l'omnicanal. Il y a une partie de cette école qui l'utilise en lieu et place de ce mot, tout simplement pour définir le monde global du digital dans le monde physique. Sur la fédération, on l'utilise avec une définition un tout petit peu plus précise. C'est tout simplement quand le client n'est pas chez lui, parce qu'en fait, à partir du moment où le consommateur est dans un point de vente, et même s'il est sur son propre téléphone, son téléphone lui appartient et c'est sa vie privée, il est chez lui. Et donc, il y a bien une frontière qui existe en fait entre deux mondes, et même si ces deux mondes cohabitent ensemble et interagissent complètement, le fait de bien définir une frontière entre le monde où le consommateur est chez lui où le consommateur n'est pas chez lui, permet de bien aborder en mode projet comment on adresse le consommateur, avec quels outils et avec quelles méthodes et quelles équipes. Et donc le monde du phygital, c'est le monde où le consommateur n'est pas chez lui, donc en magasin, sur des terminaux publics, dans la rue, ou effectivement sur les Finalement, smartphones des vendeurs. il utilise un device et un lieu différent des siens. Voilà, exactement. Et en fait, d'un côté comme de l'autre de cette frontière, absolument tout change. Et donc, ça permet d'y voir clair et de voir clairement comment on adresse les différentes problématiques d'un côté ou de l'autre. D'accord. Très bien, ben voilà les choses. J'espère que tout le monde, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec cette définition autour de la table. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire, évidemment, mais on y viendra. Je vais passer à toi, Stéphane, avec une question. Pendant le confinement, évidemment, les acteurs du jouet ont pas mal souffert, mais globalement moins que ceux de la mode ou d'autres secteurs qui étaient totalement fermés, parce que vous avez pu continuer à vendre en ligne, notamment.
Et quel constat est-ce que tu as fait depuis le déconfinement et quels sont les choix que tu as fait depuis en matière de budget marketing? Est-ce que c'était plutôt fidélisé ou plutôt recruté? Alors, pendant la période de confinement, effectivement, on a quand même pas mal carburé. On a vécu une sorte de mini-Noël, donc avec un service client qui était au taquet, avec une activité logistique sans commune mesure, donc avec des KPI dont je pense j'aurais jamais pu espérer atteindre un jour. Donc, une période un peu folle, avec des repères très perturbés. Et par rapport à ta question, nous, on pensait qu'on aurait recruté beaucoup de clients. Oui. C'était intuitivement ce qu'on se disait. Et en fait, en analysant les bases, on se rend compte que finalement, on a très peu de nouveaux clients qui sont venus. C'est plutôt des clients habituels, historiques, qui sont revenus et qui ont reconsommé chez KingJouet. Donc, ce qui a été plutôt une surprise pour nous. Donc, ce qui nous a plutôt laissé penser qu'on est avec des clients qui cherchent de la réassurance et des repères et d'être rassurés face aux enseignes chez lesquelles elles consomment. Et donc, nous, on a choisi de plutôt rester sur de la fidélisation que d'aller chercher à recruter. Et donc, on a décidé, pour donner un exemple très concret, d'adapter une des opérations qu'on avait prévues, puisqu'en fait, à l'issue de la période de confinement, on avait pris une opération en partenariat avec notre fournisseur Smoby, que vous connaissez peut-être, hein, fournisseur de jouets, de plein air, de cabanes de jardin, etc., etc. On était parti initialement sur de la promo et on en a pris un pari, c'est qu'on s'est dit on ne va pas faire de promo sur Smoby, on va plutôt mettre en avant le fait que c'est un fournisseur français et que KingJouet est une enseigne française et qu'à nous deux, on fait la promotion du Made in France. Alors, 100% de la production Smoby ne se fait pas effectivement en France. En tout cas, c'est un pari qu'on a pris et on a un pari plutôt gagnant puisque l'opération a été même meilleure que ce qu'on avait pu faire l'année dernière avec de la promotion. Donc ça a été plutôt une belle surprise, d'autant que dans ce contexte qu'on vit actuellement, il se passe aussi des choses assez surprenantes, notamment le fait que la pression qu'on pouvait avoir sur les prix, notamment des hypermarchés ou des acteurs Internet, a quasiment disparu. C'est-à-dire qu'on était avant une période de confinement avec des écarts par rapport au prix Internet entre 15 et 20%, hein, entre ce qu'ils pouvaient trouver sur Amazon, pour ne pas le citer, et puis nos magasins. Et là, on est sur des niveaux qui sont quasiment les mêmes. Donc, ce qui encourage aussi la performance et qui fait que, en gros, depuis 3 mois, on marche sur l'eau et qu'on fait des scores assez incroyables. Ça, c'est pour le e-commerce et pour les magasins aussi? Et également pour les magasins depuis la reprise. On avait prévu un mois de mai où, grosso modo, on pensait faire un moins 40, qui était un petit peu les chiffres qu'on partageait entre nous, si vous vous souvenez, pendant la période de confinement, avec un ramp-up où on pensait jusqu'en septembre faire du négatif et puis en septembre revenir sur l'équivalent de l'année dernière. Et on finit le mois de mai sur un plus 20. Donc un écart assez important par rapport à ce qu'on avait pu imaginer. Et donc des consommateurs globalement qui sont au rendez-vous et qui ont envie d'acheter du jouet. Donc c'est une super bonne nouvelle. Ça peut s'expliquer avec la longue période de vacances forcées, évidemment. David, chez Comarch, vous lancez une nouvelle solution SaaS orientée fidélisation. Est-ce que vous faites le même constat en fait qu'il faut se focaliser sur les clients actifs? Qu'est-ce que tu as vu se faire? Je suis assez d'accord avec ce que Stéphane vient de dire. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de changements aussi, hein, de comportement, forcés ou pas, hein, par la présence à proximité, enfin l'interdiction de se déplacer à plus d'un kilomètre et autres, ce qui fait que le comportement des clients a changé. Est-ce qu'il revient ou pas à la normale après? Ça, c'est des choses, on n'a pas encore tout à fait complètement le recul. Mais ce qui est important de mon point de vue, ce que j'ai vu, alors pas forcément que dans le jouet, mais de manière un peu plus globale, c'est qu'effectivement, il faut travailler aujourd'hui, si on doit prioriser les choses, sur cette partie fidélisation, travailler sur du client existant. Et en particulier, sur cette marge de clients existants, il y a peut-être une petite partie qu'il faut bien chouchouter, c'est ceux qui sont arrivés pendant le confinement, qui n'avaient pas l'habitude de consommer dans l'enseigne et qui sont venus dans l'enseigne pendant le confinement pour des raisons géographiques ou autres, mais aussi ceux qui en sont partis, évidemment, c'est qu'ils sont partis vers une autre pour d'autres raisons. Donc, il faut essayer de capter, de conserver ce qu'on a réussi à capter pendant le confinement et essayer de récupérer ou de comprendre en tout cas pourquoi ceux qui étaient chez nous avant sont partis. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel il faut travailler, de mon point de vue, s'il faut prioriser les choses sur un point de vue purement fidélisation. Très bien. Effectivement, après, les cas de figure sont différents. Édouard, chez Lavinia,
vous comptez pas beaucoup de points de vente et vous êtes presque un VPCiste, enfin, en vente par catalogue exclusivement. Puis il y a un très beau magasin avec un positionnement très particulier quand même, premium, B2C et B2B, et surtout beaucoup de trade marketing. Est-ce que tu as également tout misé sur tes clients actifs? Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu des petits soucis de connexion, j'en suis navré, veuillez m'en excuser. Oui, chez Lavinia, effectivement, on a un positionnement un peu particulier. J'aime beaucoup l'expression de Stéphane. On a vécu un mini Noël, parce qu'en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé chez nous sur la partie e-commerce, mais peut-être on y reviendra. Nous, effectivement, on a constaté un peu comme chez Stéphane, pas tant de nouveaux clients, même si le bassin d'audience s'est élargi online pendant le confinement. Et donc, de facto, il nous a permis d'aller chercher un peu de part de marché. Mais ce qu'on a constaté surtout, c'est une hausse très, très importante du taux de conversion chez nos clients actuels ou nos churners d'ailleurs également. Et donc, qu'on a beaucoup travaillé. Je ne sais pas si ta question est prospective, qu'elle porte sur les impacts que ça a aujourd'hui. Bien sûr, c'est un peu les deux, effectivement. Parce que pour parler de trade marketing, le trade marketing, vous imaginez bien qu'en tout cas chez nous en physique, il s'est arrêté comme les boutiques au début du confinement assez vite. Il est évident que personne ne veut investir dans des vitrines lorsque personne n'est dans la rue, globalement. Mais effectivement, la période qui s'ouvre est complexe parce que les grandes maisons qui nous accompagnent tout au long de l'année nous permettent quasiment d'autofinancer nos budgets marketing habituellement. Et on en sera évidemment très loin cette année, puisque les coupes budgétaires qui sont annoncées chez les grandes maisons, les producteurs, sont comprises entre 30 et 50% parfois. Oui. Donc, ça va nous obliger évidemment à nous réinventer. On a déjà commencé à le faire en travaillant sur le pragmatisme de toutes les lignes budgétaires marketing. Ça va du catalogue cadeau qui va être repensé pour être un format plus court, plus numérique, même s'il sera conservé dans une version papier pour les clients qui le souhaitent. On a néanmoins maintenu les dispositifs de pure notoriété en pensant que c'était important, même si on a apporté beaucoup de pragmatisme dans les investissements médias pour le budget qui arrive, puisque nous, on démarre un nouvel exercice depuis hier. Oui. Mais on a considéré important de maintenir les dispositifs de notoriété, je pense aux agences RP, par exemple, dans cette période, pour justement ne pas se contenter d'essayer de tenir le trend du x4, x5, qui est plus un x4, x5 en e-commerce aujourd'hui, mais qui se maintient à un très bon trend. Mais aussi essayer de relancer quand même par la notoriété des phases de recrutement. Ah oui. Et du coup, est-ce que vous avez changé aussi d'approche par rapport au catalogue? On en avait un petit peu parlé ensemble. Vous avez fait un test, hein, c'est ça? Oui, un test très, très basique. Finalement, j'ai questionné les professionnels, dont Stéphane d'ailleurs fait partie. On a largement échangé avec les professionnels du secteur, que j'ai questionné en disant, bon, finalement, ce sont des outils qui coûtent très cher, l'impression, le routage, à des bases de prospects qui sont… bon. Et finalement, le retour que j'ai eu, et c'est la conclusion que je donnais à l'instant, c'était que c'était important de maintenir un catalogue papier pour certains. Certaines enseignes, je ne vais pas les citer, mais me disaient qu'elles ont perdu du business quand elles ont voulu essayer d'arrêter complètement le catalogue papier. Alors, c'était plutôt en B2B, mais il se trouve que c'est en B2B chez nous aussi. Mais l'idée, c'est de rationaliser tout ça en travaillant davantage en amont sur la qualification pour envoyer le catalogue aux bonnes personnes. Je ne veux pas avoir l'air de dire le bon message à la bonne personne au bon moment, mais
Encore mieux ciblé, en fait. Beaucoup plus ciblé et surtout de le lier à des dispositifs d'acquisition online. Oui. Donc, du content, des réseaux sociaux avec des formulaires qualificatifs qui vont permettre de créer des leads et selon le niveau de lead, de faire passer des catalogues papier où là, on va recevoir le bel objet, etc. On est vraiment dans la précision. Hein. Et c'est vrai qu'avec une cible assez VIP, ça se justifie aussi d'être beaucoup plus fin sur les différents. Alors, on vient de perdre Romain à nouveau, malheureusement, qui était là, mais qui semble avoir des petits… Je suis content de savoir que je ne suis pas le seul, du coup. Oui, non, bien sûr. Je crois qu'il y a des histoires de bande passante ou de saturation. Ce n'est pas qu'on est trop nombreux, mais c'est que parfois, il y a ces petits aléas. Donc, j'avais la question suivante pour Romain. J'espère qu'il va nous rejoindre assez rapidement. Je continue avec toi, Edouard, voilà, pour ne pas trop perdre de temps. Donc, super caviste, quel est le parcours client type, s'il existe, et comment est-ce que tu peux optimiser chaque visite ou point de contact avec ces clients? Alors, chez nous, comme on a des activités qui sont multiples, on a autant de parcours que d'activités. On a surtout des segments de clients qui sont très différents. Aujourd'hui, on a 3 grands types de clients. La clientèle, je dirais, Paris-Île-de-France, clientèle plutôt locale qui vient chercher nos boutiques françaises sont à Paris. Hein. Oui. Le type est parisien. Donc, on a une clientèle de Paris-Île-de-France. On a une deuxième grosse clientèle qui est une clientèle de touristes qui, évidemment, on a perdu et pour un moment, a priori, et qui vient chercher plutôt le haut de gamme chez nous. Et puis, on a une troisième clientèle qui est la clientèle française qui se déplace à Paris pour laquelle on opère comme un flagship national qui vient chercher des références tout à fait spécifiques. Donc, ça correspond à des parcours clients qui sont très différents en boutique. Aujourd'hui, depuis la réouverture, on n'a évidemment plus que la clientèle locale et encore une reprise qui est pour l'instant très progressive parce que nous, on est à Madeleine, au cœur de Paris. La clientèle locale, c'est beaucoup des banquiers, des avocats, qui sont restés pour beaucoup en télétravail et qui le resteront probablement jusqu'à la rentrée. Donc finalement, c'est une clientèle sur laquelle on a un peu de mal à travailler pour l'instant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le pari de dire, quitte à devoir réintégrer toutes les équipes, autant en tirer le meilleur pour faire en sorte d'augmenter l'expérience de chaque client qui rentre dans nos espaces. Et donc aujourd'hui, le nombre de personnes disponibles pour nos clients est beaucoup plus important en ratio que ce qu'il est habituellement, ce qui nous permet de tester des nouveaux parcours, la prise en charge du client de A à Z, de l'accueil jusqu'à la remise du colis, y compris avec paiement de la part d'un sommelier qui peut faire l'ensemble du parcours avec le client. Là où on va tester des nouveaux parcours, c'est aussi beaucoup sur la partie événementiel et entreprise, qui est un gros secteur d'activité chez nous. L'événementiel reprend tout juste. Le premier événement a lieu ce matin. On accueille le Conseil du commerce de France, vos différentes fédérations d'ailleurs, dont les patrons sont là ce matin. Mais la réalité, c'est que l'événementiel n'a pas encore repris. Et donc, on a essayé de pallier ça en mettant en place des nouvelles offres. On a créé notamment les ateliers en ligne qui consistent en des coffrets de 2 ou 3 bouteilles qui sont envoyées directement avec les verres chez les clients entreprises. Ceux qui font des réunions Zoom, ça aurait pu être notre cas aujourd'hui, et de terminer cette réunion Zoom par l'intervention d'un de nos sommeliers experts qui va commenter avec vous les vins que vous aurez reçus en dégustation. C'est un format qu'on a lancé juste après le confinement et qui fonctionne déjà très bien. Donc sur les parcours qui sont arrêtés aujourd'hui, ceux qui sont dématérialisés, on essaye de se réinventer. Sur le physique, je dirais qu'on essaye surtout pour le moment de tirer le maximum du peu de trafic, puisque nos boutiques, c'est bien sûr retail, mais aussi restauration, et
sur le mois de juin, la restauration en moyenne à Paris et en Île-de-France est à moins 50% year-on-year. Donc, on est sur une reprise qui est encore toute progressive quand même. Je comprends effectivement avec beaucoup de touristes notamment comme clients, enfin, c'est compliqué. J'essaye de repasser la parole à Romain. Est-ce que tu nous entends, Romain? Est-ce que tu peux activer ton micro et essayer de nous parler? Il est en audio normalement avec nous. Je vais essayer de lui repasser la parole, mais sinon on va continuer sur cette thématique. Donc Stéphane, est-ce qu'il y a des nouveaux parcours clients chez King Jouet, et si oui, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Parce que le jouet, effectivement, c'est connu comme on le disait tout à l'heure, c'est un secteur très saisonnier. Est-ce que le Covid a changé la donne? Tu nous en as parlé en disant voilà, c'était Noël avant Noël. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour être vraiment en phase avec les clients, que ce soit en ligne ou en magasin, en termes de parcours client? Alors, pour répondre à ta question, en tout cas concernant King Jouet, je ne suis pas sûr qu'il y ait des nouveaux parcours clients. L'impression que j'ai, c'est plutôt que les tendances ont été plutôt amplifiées. C'est-à-dire que ceux qui étaient adeptes du web l'ont été encore un peu plus. On a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, un chiffre qui est assez intéressant, sur les intentions d'achat des Français de jouets pour Noël. On a une part de marché des acteurs Internet, aujourd'hui en taux de pénétration d'Internet qui est à peu près de 25%. Et il y a un Français sur deux qui déclare qu'il fera ses achats de jouets sur Internet à Noël. Donc, c'est quand même assez considérable. Alors, entre le déclaratif et les actes, on verra ce qui va effectivement se passer. Mais je parlerai plutôt d'amplification de tendance. Ouais. Il y a un élément qui a quand même changé, c'est au niveau du trafic, tout ce qui est trafic direct. On a assisté à une explosion du trafic direct, donc avec beaucoup de gens en fait, qui viennent prendre de l'information en amont sur le site Internet avant de se rendre en magasin. Et ce qu'on observe, c'est qu'au final, le shopping balade, il est quasiment fini. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un shopping que je qualifierais d'efficace. C'est-à-dire que quand je vais en magasin, c'est pour acheter, donc ce qui donne des paniers moyens plus importants, des taux de conversion en magasin plus importants. Donc c'est en cela aussi que je parlerais plutôt d'une amplification. Donc côté King Jouet, au final, on n'a pas forcément fait de révolution, on n'a pas changé, on s'est plutôt appuyé sur un dispositif qui existait déjà depuis quelques années. Et c'est plutôt ça qui fait qu'on en a bénéficié. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut constater par ailleurs. Ceux qui étaient au niveau sur le digital sont probablement ceux qui sont mieux tirés sur ces dernières semaines, je pense. Voilà, après, ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de continuer à simplifier la vie au maximum des consommateurs. Quand on considère que venir en magasin va représenter un effort, voire même pour certaines personnes un risque, il faut qu'on construise des parcours clients qui soient les plus safe possibles. Le drive, bien évidemment, mais également au niveau de nos équipes en magasin, faire en sorte qu'elles soient le plus détendues, rassurées possible, de façon à pouvoir accueillir les clients dans les meilleures conditions. Voilà, donc c'est plutôt capitaliser sur des choses qu'on avait auparavant. Il y a un petit changement qu'on a opéré dans notre roadmap, c'est qu'on avait initialement prévu de travailler sur le lancement d'une marketplace, et on a pris la décision pendant le confinement de suspendre ce projet, de le reporter l'année prochaine, et d'effectuer un pivot pour se concentrer sur un projet Ship from Store. Puisque je pense, et vous me direz d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas là-dessus, mais que l'activité e-commerce sur cette fin d'année sera en forte croissance, notamment par rapport à des gens qui vont avoir les pétoches de venir en magasin ou qui n'auront pas envie de venir se frotter à la foule en magasin pour faire leurs achats de Noël. Et on pense en tout cas que dans le jouet, il va y avoir une très forte augmentation des ventes en ligne. Et si on observe des croissances comme celles qu'on a pu connaître pendant la période de confinement, ça risque d'être très compliqué au niveau de notre entrepôt pour suivre la cadence. Donc, d'où cette idée de projet Ship from Store, de façon à avoir une possibilité de pouvoir gérer en débord l'activité de notre entrepôt et de pouvoir faire face à cet afflux de commandes qu'on pressent sur cette fin d'année. Donc, voilà en quelques mots. Très bien. Écoute, c'est encourageant, entre guillemets, parce que les choses sont quand même assez délicates pour les uns et les autres. Alors, David, je reviens vers toi. Chez Comarch, vous gérez des millions de transactions avec vos clients divers et variés. Quelles sont les bonnes pratiques pour finalement optimiser les interactions avec les clients? C'est-à-dire un petit peu ce qu'on disait à l'instant, utiliser chaque occasion de contact pour essayer de convertir, pour essayer de fidéliser.
En fait, c'est exactement ça. Et j'aime beaucoup ce que Stéphane vient de dire en disant le client a les pétoches de venir. C'est un peu ça. Donc, le principe, c'est vraiment d'aller dans l'optimisation, dans l'efficience du parcours. Là, je parle plus du parcours physique, hein, évidemment. Tous les parcours web sont amplifiés. Mais sur le parcours physique, ce qui est important, c'est de permettre au client de pouvoir préparer évidemment son achat. On a des taux de transformation qui sont quasiment 100%, alors pas dans tous les domaines, mais dans certains. Quand le client vient, ce n'est pas pour rien. Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse multiplier en amont l'information, la personnalisation, voilà, toute cette relation, cette préparation à l'acte d'achat. Et en même temps, quand le client doit aller en magasin parce qu'il n'a pas le choix ou juste pour aller au drive, faciliter ce passage-là. Ça peut passer par des bornes ou ce genre de choses, hein, comme ça se fait. Ça peut être aussi des wallets. Il y a plein de types d'interactions qui sont possibles, des canaux. On est dans le sans contact, mais où les points de contact sont quand même multipliés. Ce qui permet aussi aux clients d'être beaucoup plus actifs dans l'acte de paiement, dans l'acte d'achat, dans ce parcours-là. On lui pousse aussi beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de responsabilité à ce moment-là, ce qui ne lui va pas plus mal si d'autant plus il a les pétoches parce qu'il a l'impression d'avoir un peu plus la maîtrise sur ce qui se passe. Quelqu'un voulait réagir par rapport à ça? J'avais cette même question pour Romain, mais on va passer à toi, Maxence, en termes de ce qu'il est possible de faire en ligne par rapport à ce qu'il est possible de faire en magasin. Comment est-ce que vont évoluer d'après toi les stratégies pour maximiser chaque visite, là, pour le coup, physique? Écoute, c'est tout le sujet est là. Je constate exactement la même chose chez toutes les enseignes avec lesquelles on est en discussion, en relation que Stéphane. Hein. C'est la fin du shopping balade, en tout cas dans cette période-là. Il faut être extrêmement efficace en magasin. Et la rationalisation des coûts en magasin et la meilleure gestion des magasins est extrêmement importante en ce moment. Donc du coup, en termes d'évolution de ce qu'on peut constater, c'est que le Phygital a une vraie place et une vraie importance puisqu'il faut mieux gérer les stocks. On a à la fois d'un côté une demande qui explose sur certains verticaux. On l'a vu dans le sport, le jouet, le bricolage, le jardinage. Il y a certaines gammes de produits qui explosent. Et de l'autre côté, on a des problèmes de logistique aussi, d'approvisionnement ou de choix stratégiques, pas de remise en rayon, etc., qui fait que la gestion des stocks dans un magasin, cette dépendance-là qui est due au modèle historique de vente en magasin, le Phygital permet de la supprimer, cette dépendance, et du coup, on n'est plus obligé d'avoir des stocks pour faire une vente et encore plus pour des ventes où les produits sont volumineux ou rares et précieux et où il faut justement être très efficace pour le consommateur. Donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est le merchandising du magasin qui va fortement évoluer. Les magasins vont se rendre plus efficaces, plus petits, sur des stratégies même de plus centre-ville. Et le merchandising du magasin a un vrai rôle à jouer puisque quand on combine le meilleur du digital avec le meilleur du magasin physique et avec une recherche d'optimisation du modèle économique du magasin, donc des coûts, le digital peut apporter une vraie solution d'amélioration de l'expérience client, mais aussi d'amélioration de cette dépendance au stock. Tu m'avais parlé d'un exemple justement dans un domaine qui est cher à Édouard, le vin. Oui, tout à fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran, cette illustration Alors, décris-nous ce qui se passe là dans ce magasin. Alors, on voit beaucoup d'écrans en magasin, mais souvent ces écrans sont des players avec de la vidéo qui tourne de manière, séquentielle et sans énormément de valeur ajoutée. En tout cas, on ne peut pas mesurer. Là, ici, l'idée, c'est d'augmenter tout simplement la valeur de ces écrans. Quand on clique sur le bouton, on a une histoire qui est racontée. Ça peut être la manière dont ce vin est préparé, qui va raconter l'histoire du château ou des vignes dans lesquelles c'est produit. Donc, d'une part, ça permet d'augmenter l'expérience client, mais surtout, d'autre part, ça permet de mesurer de la data. Donc, avec des choses qui sont très rationnelles, très faciles, très économiques. Et on a fait une autre expérience aussi dans le domaine du plein air.
Là, c'était des piscines hors sol, des jacuzzis, des balançoires, des portiques. Donc sur un magasin qui a déployé un mur de 200 produits, mais là, cette fois-ci, le produit était totalement absent. Et on a eu plus de 100 000 clics sur ces boutons en 3 mois sur ces produits de balançoires, de maisons de jardin, de jacuzzi, etc. En fait, dans le retail, un produit en vue est un produit à moitié vendu. Et l'inverse, c'est vrai. C'est-à-dire que si on est sur des produits qu'on a la capacité de vendre en magasin, mais qu'on n'explose pas, eh ben, forcément, on a des taux de conversion qui sont réduits. Donc là, le merchandising, je pense qu'il a un énorme rôle clé à jouer dans le rôle du magasin, puisqu'on n'est plus dépendant au stock. Donc, on rationalise les coûts, on a besoin de moins de mètres carrés. Et surtout, on a des clients qui sont moins frustrés, et donc on peut plus fidéliser. Parce qu'un client qui vient sur une visite efficace et qui repart sans son produit, c'est un client qui forcément est frustré, d'autant plus qu'il sait qu'il trouvera chez un pure player. Donc ça participe, le digital, à la fidélisation et à réduire cette frustration d'un client qui s'est déplacé pour rien. Effectivement. Donc effectivement, comment retrouver une efficacité des magasins en lui adjoignant du digital, c'est tout le sujet un des sujets du digital. On arrive à la dernière partie de notre échange et je regrette vraiment que Romain ne puisse pas, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté évidemment, être avec nous. Je pense que ça vaudra le coup de passer du temps avec lui s'il arrive à nous rejoindre d'ici la fin du webinaire. Mais on voit cette crise qui force un retour aux fondamentaux. On est vraiment sur un retour à ses actifs. Les retailers en général se concentrent aujourd'hui sur ce qu'on appelle le capital client. Comment est-ce qu'on doit travailler son capital client? Parce qu'il est question de data, de proximité, de dialogue, enfin tous ces sujets de relation avec les clients, en temps de crise en particulier. Quelles sont les bonnes pratiques et les résultats qu'on voit obtenir? David, en tant qu'expert chez Comarch, quels conseils est-ce que tu donnerais aux retailers pour optimiser le travail sur leur capital client? En fait, il y a une tendance que nous, on pousse de côté fidélisation depuis quelques temps, qui est de sortir de l'engagement ou de la fidélisation purement transactionnelle. C'est des choses qui sont dans l'air du temps depuis un certain temps et qui là commencent à vraiment faire sens par rapport au cas d'application qu'il peut y avoir. Et ce que j'entends par là, c'est que les programmes d'engagement de 1 euro égale 1 point, où je donne des coupons et ainsi de suite, qui sont la base et souvent la quasi-exclusivité des programmes de feed, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut aller dans la personnalisation, dans l'hyper-personnalisation, sortir un peu de ces mécaniques purement transactionnelles, aller dans du relationnel, dans du serviciel, du comportemental, peu importe comment on peut les appeler, avec une notion vraiment de différenciation des offres. Aller dans des notions qui étaient quasiment jusqu'à maintenant que l'apanage du luxe autour de tout ce qui va être le clienteling. Faire redescendre vraiment cette hyper-personnalisation. Et c'est là où ça devient intéressant. Un des cas qu'on a pu, des choses qu'on a pu voir dans la presse, alors c'est extrême, c'est des enseignes ou des magasins en tout cas, qui ont décidé de ne vendre des masques à leurs clients fidèles. Alors c'est extrême, surtout qu'on touche à la santé, c'est un sujet sensible, le but n'est pas de débattre sur ce sujet-là, mais ça montre que cette notion de différenciation par rapport à l'appartenance à un programme et par rapport aux données qui sont derrière ce programme de fidélité, qu'on va utiliser aussi pour enrichir ce référentiel, c'est ça qui est important. Pourquoi pendant le confinement, on n'a pas pu proposer de temps en temps des créneaux prioritaires sur certaines catégories d'âge ou autres pour des drives? Pourquoi on n'a pas utilisé toutes ces données-là qui ne sont pas présentes, qui sont déjà présentes en fait globalement chez les retailers, mais qui ne sont pas utilisées à fond? C'est sortir de ces mécaniques purement transactionnelles, récupérer ces données-là, les compléter avec d'autres informations qui peuvent être pas forcément liées à des actes d'achat, mais à du comportemental, de l'adéquation entre le comportement du client et les messages que la marque veut véhiculer. L'exemple de Stéphane est complètement parlant avec le Made in France et l'histoire avec Smoby. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une prise de conscience collective sur ce consommer raisonnable. Et finalement, ça doit aussi intervenir dans la relation client, dans
dans le spectre de l'engagement de manière globale, pour ne pas parler que fidélité, mais de l'engagement. Et on va finalement tisser ces relations en utilisant toutes ces données-là. Donc, un gros travail de data, c'est effectivement le bon moment. Alors, Édouard, je reviens vers toi. En préparant ce webinaire, on me disait que Lavinia est en train de mettre en place un nouvel outil CRM. C'est pour quoi faire bon, c'est une question rhétorique parce qu'il y a toujours utilité à l'outil CRM, mais pour quoi faire en particulier et quelles initiatives et stratégies fonctionnent bien pour vous chez Lavinia? Alors, je vais commencer par rejoindre très exactement ce que vient de dire David. La première chose, c'est que ce nouvel outil CRM, il vise d'abord à nous faire passer d'un programme de feed transactionnel à un programme de feed beaucoup plus expérientiel et serviciel. Donc, de basculer du système de points qu'on a, comme beaucoup d'enseignes, à un système dans lequel le statut de nos clients va leur ouvrir des droits à des ateliers gratuits, des rencontres avec des vignerons, des moments privilégiés qui sont réservés à un petit nombre de personnes, mais aussi dans le cadre de la future plateforme e-commerce qui sortira en fin d'année, la possibilité de réserver jusque des produits à des statuts de club. On est dans le cadre du vin premium, on est dans des systèmes qu'on appelle d'allocation, donc où les vignerons ont peu de vin à vendre, et on va pouvoir aller sur le site jusqu'à montrer des produits qui vont être accessibles en fonction des différents niveaux du programme relationnel. Donc, qui deviendront achetables par certains et pas forcément par d'autres, sans entrer dans une gamification totale, mais il y a quand même un peu de ça. Cet outil vise d'abord à unifier les données. On a énormément d'activités, mais la réalité, c'est que notre client chef d'entreprise qui vient dans l'un de nos restaurants, il fréquente aussi la cave, il est susceptible d'offrir des cadeaux à ses partenaires, de réaliser un conseil d'administration chez nous. Et donc, ça vise d'abord à unifier la connaissance client chez nous. Je pense que là, tout le monde doit être sur le même sujet. Donc, une meilleure connaissance client. En face de ça, on crée des outils qui sont beaucoup plus relationnels, personnels même. On a mis en place un programme de personal wine shopper pour nos clients VIP. Donc aujourd'hui, ce sont les clients qui dépensent plus de 4 000 € par an chez nous et qui ont accès 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24, à ce conseil privilégié qui ne va pas se contenter de répondre à des demandes je cherche tel ou tel vin, mais qui va pouvoir intervenir sur un audit de cave, qui va pouvoir intervenir sur des logiques d'investissement pour ceux de nos clients qui spéculent un petit peu ou qui achètent des primeurs, qui va pouvoir intervenir sur des logiques de stockage, donc d'intégrer un univers complet serviciel autour du vin et de pouvoir être davantage un apporteur de solutions qu'un apporteur de vin, de champagne et de spiritueux. C'est très intéressant. Ce que tu dis, ça rejoint un petit peu les tendances, que ce soit dans le retail ou ailleurs, même dans les médias, de raisonner non pas en parcours client, mais en parcours consommateur ou passionné. Un passionné de vin, il fait plein d'autres choses que acheter du vin. Et être à toutes les étapes de ce parcours-là devient de plus en plus important. Donc, ça fusionne un peu la notion de média, de service et de retail. Bien sûr, on se pose d'ailleurs beaucoup de questions, il est encore trop tôt pour en parler, mais on essaye de pousser cette logique vraiment très loin pour réfléchir sur toute la chaîne du vin. Et comme dans beaucoup de secteurs, le vin, c'est aussi de la seconde main, c'est aussi de l'occasion. Donc il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours autour de ça, puisque nous, on est le concessionnaire de base, entre guillemets, pour ces vins-là, puisque 100% des vins, des champagnes, des spiritueux qui sont chez nous viennent directement du producteur. En revanche, nos clients, ils ont un vrai besoin, après quelques années,
de se séparer de quelques caisses pour en racheter d'autres. Et donc, on regarde actuellement activement comment on peut adresser ces marchés-là. Mais je pense aussi à des choses beaucoup plus simples, très locales. C'est mon ami Rachel Ourlier qui me disait ça chez Weber, qui a l'habitude d'organiser, je ne veux pas parler à sa place, mais qui est Weber, ils sont vraiment très forts dans tout ce qui est prescription aujourd'hui. Et ce réseau de prescripteurs, ils avaient l'habitude de faire des grands raouts, le plus grand le championnat de France de barbecue, etc., etc. Et aujourd'hui, situation oblige, ils en reviennent à une multitude de micro-événements, d'une douzaine, d'une quinzaine de personnes, mais très qualitatifs, où finalement, on va ancrer une relation de façon importante. Bien sûr, on le fait en segmentant les clients. Il se trouve qu'on le côté vin, on le voit émerger depuis quelques années, y compris dans la grande distribution. Hein. Je ne sais pas si certains parmi vous sont invités aux dégustations avant-première de la foire au vin de Monoprix, de Carrefour, qui peut être le Carrefour local hein, ou le Monoprix local. On est un petit peu dans cette idée-là, de voir comment on peut travailler des événements plus confidentiels, plus intimistes, aussi beaucoup plus faciles à monter, beaucoup moins coûteux, oui. Et qui créent un engagement et une relation avec le client beaucoup plus forte, beaucoup plus pérenne dans le temps. Et ça, il y a un gros travail, ce que fait Weber, c'est aussi un gros travail de contenu, de recherche. Tu voulais me lancer là-dessus, c'est ça? Oui, voilà, savoir ce que… J'ai senti que c'était… Oui, effectivement, il est certain que on peut se satisfaire du fait que l'e-commerce prenne une part de plus en plus importante. Chez Lavinia, ça a été une augmentation assez rapide. On est passé de 5% du B2C il y a 5 ans à 25% aujourd'hui, et même évidemment beaucoup plus durant cette période. Mais je ne sais pas à quel niveau, on reviendra au niveau après l'été par exemple. Mais ce qui est certain, c'est que ça nous permet aussi de constater nos lacunes, et elles sont importantes aujourd'hui en termes de contenu. Et donc, c'est un sujet qu'on va adresser de façon très, très importante cette année, en tout cas sur lequel les investissements qu'on va conserver vont largement investir le contenu. Contenu online, bien sûr, que ce soit des choses très classiques ou moins classiques, mais aussi du contenu digital in-store. Il y avait des exemples qui ont été donnés qui étaient intéressants. Nous, on a plutôt envie de travailler sur une dimension un peu hors les murs. C'est-à-dire finalement de travailler sur le fait que quand on rentre dans une cave, aujourd'hui pour ceux qui connaissent les caves Lavinia, on rentre dans une immense cave, mais finalement on est dans une cave. Et notre métier, c'est d'être des passeurs d'histoire entre des vignerons et des clients. Et donc finalement, aujourd'hui, il y a toute une dimension de contenu qu'on peut investir, qu'on va investir pour permettre de transmettre ces histoires-là. Et elles passeront évidemment par le contenu, que ce soit hardware ou… Ça fait longtemps qu'on dit que le content is king. Est-ce que c'est toujours le cas? C'était surtout pour des raisons de SEO, etc. Aujourd'hui, le contenu il se retrouve partout, y compris en magasin. Stéphane, dans le jouet, le contenu compte beaucoup aussi, mais la promo et la gamification, qui est par essence assez proche du jeu, sont naturellement des leviers assez importants. Depuis la crise, qu'est-ce que vous avez fait différemment ou poursuivi côté capital client et quid du phygital, le fameux quand il faut gérer surtout la distanciation avec des enfants, les parents, etc. Comment ça se passe ça? Alors sur la partie magasin, on n'a pas fait de révolution. On a essayé de rester pragmatique. Je pense que c'est un peu le mot qu'on a tous, sur lequel on s'est tous réfugiés. Donc concrètement, on a poursuivi l'animation qu'on pouvait faire auparavant sur les indicateurs comme le NPS, pour s'assurer que nos clients, enfin nos vendeurs étaient bien au rendez-vous. Le point sur lequel on a probablement lâché, et je pense à raison, c'est qu'on a relâché un peu le niveau d'exigence vis-à-vis des magasins.
Oui. C'est-à-dire qu'on a accepté que les rayons ne soient pas toujours nickel, dans un contexte où globalement, quand on fait une semaine à plus 50 avec des effectifs ISO par rapport à l'année dernière, il n'est pas illogique que le magasin soit mal rangé dans la mesure où la priorité était donnée aux clients. Donc là-dessus, on a un peu lâché. Et puis on a été un peu plus dans l'accompagnement et dans le conseil. On a eu une opération Lego, par exemple, qui a commencé la semaine dernière. On a fait une petite vidéo sur les bonnes pratiques contextualisées Covid, mais sur comment j'accueille mon client et comment je fais en sorte que cette opération soit un vrai carton, que chaque client qui rentre sur la surface de vente en ait connaissance. Donc voilà, donc c'est plutôt des choses plutôt simples, mais sur lesquelles on a réassuré nos équipes en magasin pour s'assurer que nos basiques soient respectés, que nos fondamentaux soient respectés, pour que nos clients puissent avoir un accueil impeccable en magasin. Alors, tu parlais de Figital. Le Figital fait également partie des fondamentaux au niveau de nos magasins. Alors, clairement, depuis le déconfinement, cette activité cartonne. On a fait un x2, alors qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que c'est du chiffre d'affaires qu'on fait, mais qu'on n'aurait pas fait sans les bornes, puisque concrètement, quand on fait une commande dans un magasin King Louis sur une borne, c'est qu'on n'a pas le produit à vendre au client. Donc ça, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on a une supply derrière qui est un peu rouillée et on a du mal à suivre les approvisionnements au niveau des magasins parce que quand on fait une semaine à plus 50, la suivante à plus 40, la troisième, on va faire quoi? Un plus 10, un plus 20, un plus 30. Donc, ça devient très compliqué au niveau supply d'arriver à suivre la cadence au niveau des magasins. Et là, je dois avouer que le Figital et tout le dispositif qu'on a mis en place depuis quelques années clairement a porté ses fruits. Alors, forcément, dans un contexte Covid où quand on est épaule contre épaule face à la borne, il y a quand même la distanciation à avoir. J'ai nettoyé les bornes systématiquement après chaque utilisation. Idem sur les smartphones, parce qu'il n'y a pas un smartphone par vendeur. Les smartphones circulent entre les différentes personnes. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de choses qu'il a fallu réadapter. Mais encore une fois, on s'est plutôt appuyé sur nos fondamentaux plutôt que de vouloir, dans ce contexte, essayer d'inventer des choses nouvelles ou de tester des choses nouvelles. Et puis, tu parlais de contenu. On s'est quand même attaché aussi, nous, à travailler le contenu. On a notamment fait un focus pendant la période de confinement. J'ai toute mon équipe qui était sur le pont sur le sujet, sur les jeux de société. Ah oui. C'est une catégorie de produits pendant le confinement qui a vraiment explosé. On pense que sur cette fin d'année, ça risque d'être très, très fort aussi. Et pour parler de façon très crue, on pense qu'on a un paquet de parents en France qui ont joué au maître ou à la maîtresse et qui se sont rendus compte que leur gamin avait besoin d'être tiré un peu vers le haut, pour rester poli. Et que les jeux de société, tout ce qui est ludo-éducatif, avaient clairement un rôle à jouer par rapport à ça. Donc, on va voir ce que ça va peser face à la sortie de la nouvelle PS5. Mais en tout cas, nous, on pense qu'il va y avoir une partie des Français qui va bouger le curseur et qui va acheter de plus en plus de jouets, entre guillemets, intelligents. Donc, on a fait un vrai travail de fond sur le contenu des fiches produits qui nous servent du coup sur le site internet, sur les bornes en magasin et puis sur les smartphones de nos vendeurs, donc de façon à apporter un peu plus d'informations pour pouvoir effectuer toute la partie conseil. Les éditeurs de jeux vidéo n'ont qu'à bien se tenir et inventer des jeux ludo-éducatifs ou des cours de maths en PlayStation. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà, mais en tout cas, beaucoup de pragmatisme et essayer de s'appuyer sur nos fondamentaux. Très bien. Et alors, justement, ces fondamentaux dans Figital, c'est opéré par Improvise. Alors, Maxence, est-ce que tu confirmes ou est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ce que vient de dire Stéphane ? Alors, on a deux petites anecdotes intéressantes qu'on a constatées, somme toute par ailleurs. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle, nous, les ventes ping-pong. C'est le client qui vient en magasin, qui discute avec un vendeur sur un achat impliquant, mais qui ne va pas acheter tout de suite. Donc, le vendeur, il qualifie le besoin du client, il va pouvoir discuter avec lui, même prendre des informations, qualifier sa vente, mais le closing n'aura pas lieu instantanément. Le client rentre chez lui, donc il repasse du côté, on va dire, digital et classique. Mais il va revenir en magasin. Et souvent en magasin, là en ce moment, on a besoin énormément d'efficacité. Souvent en magasin, ces données-là ne sont pas capitalisées dans un CRM. C'est du temps qui est passé, mais on n'enregistre pas cette donnée-là et ce lead-là qui est très très chaud, parce que c'est un client qui est venu en magasin et qui s'est déplacé. Donc on a certains magasins qui sont plutôt avant-gardistes ou ingénieux, qui en fait utilisent une fonctionnalité un peu cachée qu'on a dans le logiciel, qui s'appelle le partage de fiches produits, et qui vont tout simplement envoyer par mail ou par texto le contenu de la discussion du client donc par mail sur le mail du client.
Et donc, pendant les temps un peu plus calmes, le responsable de magasin, une semaine après, rappelle le client et dit, tiens, vous êtes passé il y a une semaine voir une piscine hors sol, est-ce que ça vous intéresse toujours? Est-ce qu'on peut passer? Et il y a eu une explosion de cette utilisation-là et de cet usage-là. Encore une fois, je pense pour les raisons qu'explique Stéphane, hein, il y a eu des verticaux qui ont explosé, donc des problèmes de stock et d'approvisionnement. Et donc les magasins qui ont bien travaillé cet aspect-là ont fait de la CRM digitale, en fait, tout simplement, hein, pour augmenter les conversions. Et on a assisté, nous, à des anecdotes intéressantes dans ce domaine-là. Il y en a une deuxième que j'ai constatée qui est intéressante. C'est qu'on a une enseigne qui a voulu déployer un vertical sur la mobilité électrique et qui traditionnellement, faire ça, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'il faut déployer du stock en magasin, il faut en commander, etc. Ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, il l'a fait en 5 jours, simplement parce que ça s'est fait grâce à du Figital et à un dispositif qu'on utilise avec les boutons que je vous ai montré tout à l'heure. La mobilité électrique, ça explose, c'est en ce moment. C'est en ce moment parce qu'il y a des aides de l'État, parce que c'est à la mode, parce qu'on réduit les voitures, on ferme les centres-villes. Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes sur des verticaux qui explosent. Et là, le Figital apporte la souplesse et la rapidité et l'efficacité pour déployer une offre en magasin. Donc ça aussi, c'est quelque chose je pense, qui va avoir tendance à se démocratiser et s'accélérer considérablement. On va conclure. Il nous reste quelques minutes pour conclure. Je vais vous demander à tous votre vision en fait sur le monde d'après en matière de fidélité, de comportement digitaux. Je vais commencer par toi, Stéphane. Qu'est-ce que tu vois arriver sur côté fidélisation, mais aussi comportement digitaux? Bah, moi, je suis intimement convaincu maintenant depuis plusieurs années que le maillon essentiel du dispositif, c'est l'humain et les équipes en magasin. Et on en parle peu, mais c'est elles qui font la différence. On peut avoir toutes les solutions techniques qu'on veut. On a parlé de CRM chez Edouard, on a parlé de Figital avec Maxence. Mais au final, ce qui fait réellement la différence, c'est l'humain. Et moi, je suis intimement convaincu qu'en s'occupant bien de ces équipes en magasin, en étant à leur écoute, en faisant en sorte de leur faciliter la vie, c'est clairement ça qui va tout débloquer parce qu'on va avoir des équipes souriantes pour accueillir les clients et non pas tendus parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Donc voilà, moi je crois vraiment j'ai encore dit tout à l'heure, le retour aux fondamentaux, au pragmatisme. Ouais. Moi je pense qu'effectivement, on va revenir sur l'essentiel et l'essentiel dans le commerce. Pour moi, ça reste quand même un humain qui vous conseille, qui crée un lien avec vous et qui vous donne confiance et qui vous donne envie d'acheter le produit. Et puis je rajouterais juste un petit point, c'est que dans ce monde d'après, et on le fait de temps en temps avec Edouard ou avec Maxence, il est important d'avoir des échanges entre pairs parce qu'on est tous face à quelque chose d'assez inédit. On a parfois des convictions, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, aucun de nous ne sait réellement ce qui va se passer dans les 6 prochains mois à venir. Et je pense qu'il est crucial de continuer à avoir ce type d'échange. On le fait de temps en temps dans le cadre du Hub Retail, mais c'est important d'avoir ces échanges, ces feedbacks, dire bah, tiens, moi j'ai essayé ça marche pas. Voilà, donc humain, la force de vente en magasin à chouchouter, et puis des échanges entre pairs pour être plus intelligents collectivement. C'est exactement ça rejoint exactement ce qu'on envisage de faire très très prochainement, puisque pas plus tard que la semaine prochaine, le 7 juillet, on va faire une réunion. Alors là, c'est une réunion à huis clos entre retailers sur un sujet qui est très proche de ce que tu viens de dire, puisqu'il s'agira d'essayer de trouver comment concilier capital humain et gain de productivité. On est un petit peu sur la même tension, c'est-à-dire que les ressources sont plus rares et comment faire pour mobiliser, pour motiver et peut-être aider, même sur le plan digital, les équipes. Donc, je dis aux retailers qui sont avec nous dans la salle, retrouvez-nous mardi 7 juillet, ce sera un échange à huis clos. On aura une quinzaine de personnes, une vingtaine. Et on a déjà Stéphane qui sera avec nous, Brico Dépôt, Sport 2000, Cultura, ID Kids, voilà, énormément de très bons retailers. Donc n'hésitez pas à venir, à vous qui êtes patron dans le retail. Ça, c'était la petite note publicitaire. Je passe la parole à David pour ta conclusion également, David, par rapport à tout ça. Ouais. Sur le monde d'après, au final, il sera à peu près comme avant, hein, peut-être un petit peu mieux si on essaie de continuer sur ce qui s'est dit de côté pragmatisme, de retour à la raison.
Et ce que Stéphane disait par rapport à l'humain, je suis assez d'accord. Et moi, je suis aussi là pour aider les humains, hein, pour leur fournir les outils qui vont bien, évidemment. Et ces outils-là, de mon point de vue, et je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, vont aussi passer par la personnalisation de la donnée et le côté réutilisation, adéquation entre la marque et le client et ses velléités en termes de consommation raisonnable et tout ce genre de choses en fait, qui va permettre d'aller dans le partage des données qui lui aussi va peut-être être raisonné. Avec le GDPR, on partage tous nos données par défaut. On ne sait pas bien pourquoi, on ne sait pas bien ce que les gens en font. Là, il y a peut-être une conscience aussi à la fois du client et peut-être du retailer, hein, que la donnée qu'on va partager, finalement, ce serait mieux d'en avoir un retour aussi. Et cette crise montre finalement que l'utilisation de ces données qu'on a pu partager ou que j'aurais pu partager si j'avais voulu le faire, bah, aurait pu permettre finalement d'avoir des relations peut-être améliorées encore avec la marque. Une vision Le côté peut-être une relation de confiance. voilà, c'est peut-être un peu idéaliste, mais c'est une vision qui est un cercle vertueux que j'essaie de pousser. Très bien, merci. Maxence, en 1 minute, ta conclusion. Moi, ma On ira conclusion, c'est que avec Édouard. encore plus qu'avant le Covid, le magasin est très très loin d'être mort. Et d'ailleurs, le Covid l'a encore plus prouvé, puisque même s'il y a eu une explosion des ventes sur Internet, dès la réouverture des magasins, les gens étaient au rendez-vous. Internet, pendant le confinement, n'a pas permis de maintenir l'équivalent du chiffre d'affaires que des grandes enseignes peuvent faire dans leurs magasins. Par contre, ce qu'a prouvé aussi le Covid, j'adore ce que dit Stéphane, c'est que l'humain est au cœur de tout ça. Il faut fournir aux humains dans les magasins la possibilité de pouvoir jamais dire non à un client et donc de pouvoir s'abstraire et de se soustraire de toutes ces contraintes qui sont liées au modèle physique traditionnel, c'est-à-dire il faut des stocks pour vendre et des mètres carrés. Et ça, c'est une formidable réponse que le Figital apporte. Et qui reste d'ailleurs un outil qui est pensé pour principalement les vendeurs, leur accompagnement, et qui d'ailleurs ne se vend pas sans accompagnement. C'est un outil qu'on ne déploie jamais sans avoir de la formation vendeur ou de l'accompagnement, parce que sinon ça ne fonctionne pas, tout simplement. Il faut s'approprier. Il faut se l'approprier, oui, tout à fait. Merci Maxence. On va conclure avec Édouard sur peut-être ta vision de l'après. Bon, sans paraphraser tout ce qui vient d'être dit, je vous rejoins tous sur ces sujets. Il y a 2 choses peut-être moi qui m'interpellent. La première, c'est que ce contexte nous a permis de collecter des métriques totalement insensées par rapport à ce qu'on connaissait, par rapport à une évolution classique. Et ce faisant, nous autorise à penser que le changement peut être beaucoup plus rapide sur certains sujets que ce que nos COMEX, CODIR pouvaient parfois laisser entendre ou penser. Aujourd'hui, ça s'appelle Covid, mais finalement, demain, ça pourrait être tout autre chose. Et en l'espace de 15 jours ou d'un mois, tout peut changer pour peut-être revenir à la normale ou peut-être pas. Mais ce contexte d'incertitude que tous les entrepreneurs connaissent bien et les intrapreneurs aussi, je trouve intéressant parce que je pense que pour les profils marketing, opérationnel, retail, il ouvre assez rapidement le champ des possibles pour aller tester plus de choses, être plus agile encore. Ça, c'est un point que je trouve important. Et le second, et là je vais parler en tant que directeur des opérations, je suis désormais assez persuadé que mon métier, c'est de lever les freins de mes équipes. C'est de leur donner les outils qui répondent à leurs besoins, qui parfois peuvent être beaucoup plus simples que tout ce qu'on a imaginé, que des solutions extrêmement complexes. Bien sûr, il faut un socle, une architecture solide pour pouvoir avoir cette donnée client. Mais à la fin, l'outil
qui a eu le plus d'intérêt, qui a recueilli le plus d'intérêt chez mes sommeliers depuis la réouverture, c'est Pay by Link, qui est une fonctionnalité d'une des plateformes PSP intégrées en France, qui permet simplement, depuis une plateforme très simplement en 2 clics, à un sommelier de créer un lien de paiement qu'il peut envoyer à son client. Je n'ai pas eu besoin de demander des formations aux équipes, ils se le sont appropriés instantanément et ils ont développé eux-mêmes tout seuls finalement cette nouvelle fonctionnalité pour les clients que de dire à un client qu'ils ont au téléphone, attendez, je vous envoie un devis. Oui, oui. Si vous êtes d'accord avec ça, je vous envoie le lien de paiement. Et donc finalement, on a vu émerger des choses à partir d'outils extrêmement simples. Exactement, et c'est ce qu'on voit aussi dans le grand public avec des choses comme Pumpkin, ces cagnottes partagées où tu peux régler un ami comme ça à la volée. Et effectivement, ça se démocratise énormément. Non, merci pour cette conclusion. On a déjà dépassé. On avait quelques questions. Je vais quand même en prendre une ou deux parce qu'effectivement, il y a eu Régine notamment qui nous pose la question quel rôle pour le mobile et les applications pour le branding, la notoriété et les récompenses de ses clients, donc le mobile. Quelqu'un veut prendre cette question? Stéphane, peut-être? Ouais, moi je suis pas un très grand fan du sujet des applications, etc. Et notre énergie chez Kingsway, on la met plutôt à travailler l'UX sur mobile, la rapidité d'affichage du site. Ouais. Et d'essayer d'en faire en sorte un outil qui soit le plus simple possible à utiliser pour nos consommateurs, à faire des tunnels qui soient simples pour aller les emmener jusqu'au bout. Donc, en tout cas, le parti pris chez Kingsway, même si on a une application, est plutôt de capitaliser sur le site web, qui est quand même le lieu de passage de 8 clients sur 10 à peu près avant de venir en magasin. Une application, ça nécessite de la télécharger, parfois de la mettre à jour, parfois d'en effacer d'autres pour faire de la place pour pouvoir l'utiliser. Tout le monde n'a pas un iPhone 11. Donc, à titre personnel, c'est en tout cas pas un levier chez Kingsway qu'on pousse. Et on appuie plutôt sur le site mobile. Très bien. On avait pas mal d'autres questions, notamment des questions sur l'émergence de la seconde vie qui rejoint un peu ce que David disait sur la dimension RSE. Malheureusement, le temps nous est compté. On aura l'occasion de reparler de ces sujets-là. Je vais juste conclure très rapidement en vous reparlant de notre prochain webinaire qui a lieu le 7 et auquel seuls les retailers sont conviés. On a également une actualité forte à la rentrée, puisqu'avec le Retail Project, le 10 septembre, ce sera le premier gros événement pour les dirigeants du retail à Paris. Et donc, dirigeants et comités de direction, vous êtes tous les bienvenus. On va se retrouver. On sera en nombre limité. On sera en mode phygital aussi, puisque l'événement aura lieu physiquement à Paris, aux Champs-Élysées, mais également possibilité de regarder les conférences, les keynotes. On a des super speakers, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et enfin, pour les ch'tis que nous sommes aujourd'hui, en tout cas certains d'entre nous, le Connected Day, incontournable événement du Nord, le 19 novembre, auquel vous êtes tous conviés. N'hésitez pas, les inscriptions seront très bientôt ouvertes. Et merci beaucoup à tous, merci à nos nombreux participants, et puis rendez-vous très très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci.